Donnez de la voix à vos initiatives à caractère social, tel est le but recherché par cette action. À tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro. Aujourd'hui, cette action se penche sur la problématique, le combat mené par l'ONG Samba Mwana qui se bat au quotidien pour la protection et la promotion de l'enfant et du jeune au niveau du Gabon. Découvrons-le ensemble derrière ceci. En présentant à la communauté internationale l'état des lieux des violences et abus sexuels au Gabon, notamment entre 2012 et 2015, fruit d'une tournée dans l'ensemble du territoire dans lequel l'ONG Samba Mwana s'est établie, Madame Hortense Nam et son équipe ne s'attendaient sûrement pas à ce désolant et constat alarmant. Les deux milieux pédagogiques par excellence où l'enfant devrait être le plus en sécurité sont plutôt des cadres d'exploitation les plus réguliers et les plus proches parents. Les amis de la famille, les encadreurs pédagogiques, les camarades les plus âgés sont les auteurs de ces abus. Les violences et abus sexuels faits aux enfants avec comme source l'inceste profitent d'un blanc dans le cadre juridique du Code pénal gabonais et le silence des victimes pour s'amplifier. D'où la première action, briser les tabous, franchir les limites du silence pour obtenir justice et sécurité aux enfants oppressés. Non, papa, arrête. Ne touche plus à ma soeur. Oui, c'est à toi. Eh bien, Ngegi, pourquoi voulais-tu me voir? En fait, c'est ma soeur qui est malade. Et de quelle maladie souffre-t-elle? C'est mon père. Il est important de souligner que le Gabon a, comme 42 autres pays africains, signé et ratifié tous les textes internationaux sur la protection de l'enfant, notamment la Convention des droits de l'enfant, la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, les différentes conventions de l'Organisation internationale du travail concernant le travail, la traite et l'âge minimum des enfants au travail, pour ne citer que cela. Le gouvernement et la société civile ont pris une part active aux différentes assises internationales et régionales, des efforts qui se battent aujourd'hui encore à maintenir. Une fois qu'un enfant est identifié avec un problème, par exemple un problème de maltraitance, il y a l'un des acteurs qui est signalé. Par exemple, l'enfant arrive, le chef de quartier, comme je disais, prend l'enfant et l'amène au centre social, ici. Le centre social voit le problème et dit qu'il trouve que cet enfant a besoin d'être scolarisé. Alors, l'assistante sociale du centre social va contacter celle qui est, par exemple, dans un lycée ou une école primaire pour poser ce problème. Celle-là va intervenir et va dire, mais l'enfant n'a pas d'acte de naissance. Là, on doit faire une démarche au niveau de la mairie pour établir l'acte de naissance à l'enfant. Bon, mais l'enfant a peut-être de la teigne. Il faut aller du côté de l'hôpital. Vous voyez, non? C'est-à-dire que chacun joue son rôle. Malgré les efforts à ce niveau, beaucoup reste à fournir quant à la mise en œuvre des recommandations tirées, d'où la nécessité d'unir leurs forces pour la prévention des violences faites aux enfants, autour notamment d'ateliers de renforcement des capacités tels que celui des 12 et 14 mai dernier. Déjà, pour des raisons d'équipement, la connaissance, l'information, et ça nous permet aussi de rectifier, certaines façons de faire qui ne sont pas toujours conformes. Donc, pour moi, c'était plus qu'important de prendre part à cet atelier. Inverser la tendance et sauver la petite enfance, un combat qui est loin d'être de tout repos. Nous sommes en plein cœur du combat pour la promotion et la protection de l'enfant et du jeune dans cette autre partie du continent. Avec nous pour nous en parler, Madame Hortense Nam, présidente de l'ONG Samba Mwana. Madame Hortense Nam, merci de nous accueillir dans votre antre pour nous parler de votre combat. Tout le plaisir est pour moi et merci beaucoup.
Alors, Madame Hortense Nam, l'aventure avec Samba Mwana démarre en 2010, n'est-ce pas? Officiellement, comment se présentait la situation des enfants et du jeune au Gabon? La situation des jeunes et des enfants au Gabon, je ne la maîtrisais pas en 2010. Je me suis lancée dans ce domaine comme toutes les organisations qui commencent. C'était un fourre-tout. On s'occupait de tout type d'enfants, l'enfant victime de violence, l'enfant démuni, en fait tout type de vulnérabilité. Jusqu'en 2012. D'accord. Que se passe-t-il en 2012? En 2012, une coalition qui s'appelle WWSF, qui est basée à Genève, nous a sollicité pour que nous menions une activité, donc 19 jours d'activisme sur les violences et les abus sexuels faits aux enfants, parce que le Gabon n'était pas encore représenté dans cette coalition. Il y avait 240 organisations à l'échelle internationale. On vous voit beaucoup au niveau international, mais quel est le mode opératoire mis en place pour résorber justement cet état de fait-là? Pour les violences et les abus sexuels, nous nous sommes spécialisés déjà de 1. Et puis, nous nous sommes premièrement concentrés sur l'éducation préventive. Nous avons commencé par l'éducation préventive dans les établissements scolaires. Nous avons sensibilisé les élèves, le personnel d'encadrement scolaire et entre autres, on organisait les ateliers intercommunautaires dans chaque province pour sensibiliser les pouvoirs publics. 6 ans aujourd'hui, la situation a-t-elle changé? Est-ce que la situation a changé? Je dirais oui. Parce que le tabou est complètement brisé, parce que quand nous avons commencé cette thématique en 2012, peu d'enfants parlaient, dénonçaient leurs agresseurs et peu de parents appréciaient le fait que les enfants ont dénoncé qu'ils étaient victimes de violences ou d'abus sexuels. Mais aujourd'hui, les enfants viennent spontanément vers nous. Beaucoup de parents viennent spontanément vers nous et de plus en plus de femmes soutiennent leurs enfants parce qu'à l'époque, ce sont des mamans qui nous menaçaient quand l'enfant dénonçait pour ce qui concernait les cas d'inceste. Vous savez que l'inceste, c'est dans la famille que ça se passe et c'était un problème de famille qu'il fallait résoudre dans la famille. Et aujourd'hui, de plus en plus de mamans accompagnent leurs enfants et le tabou est complètement brisé. Vraiment, c'est une avancée significative. Qui vous accompagne dans vos démarches? Financièrement? J'imagine, vous avez parlé des partenaires. Vous avez également présenté le milieu scolaire, l'accompagnement, le soutien des parents. Mais est-ce que vous êtes tout seul dans cette aventure? À l'échelle nationale, nous avons l'implication et la collaboration de plusieurs départements institutionnels, de plusieurs départements publics. Donc, nous avons le ministère des Affaires sociales avec qui nous collaborons tous les jours. Nous avons le ministère de la Justice. Nous avons la Direction générale des droits de l'homme qui fait partie du même ministère d'ailleurs. Nous avons la Commission nationale des droits de l'homme qui nous soutient également. Et nous avons le ministère de l'Intérieur puisque nous travaillons beaucoup avec la Brigade des mœurs. D'accord. Oui. Quelles sont les forces? Et par rapport au financement, nous avons déjà eu plusieurs financements, en commençant par l'ambassade de France qui nous a beaucoup soutenus financièrement et l'ambassade des États-Unis. Nous avons également eu le financement d'une association des hommes d'affaires américains qui s'appelle ABAG. Ils nous ont également financés. Et en ce moment, nous gérons le financement de Agir Ensemble pour les droits de l'homme. C'est une ONG qui est basée à Lyon. Et également l'UNICEF nous soutient également. Quelle est la force de l'ONG? Parce qu'en général, les autres associations ont du mal à avoir ce genre de partenaires. Mais pour vous, par rapport à votre expérience et à votre expertise, qu'est-ce qui fait la force aujourd'hui de Samba Mwana?
Si aujourd'hui Samba Mwana est crédible auprès des partenaires, c'est simplement parce que nous avons commencé, nous sommes partis de rien du tout. Quand nous sommes lancés dans ces activités-là, nous n'avions rien. C'était vraiment l'apport personnel. Les membres contribuaient. Si nous avons 5 000 francs, on achète une rame de papier. Si nous avons 5 000 francs, on prend une course pour aller mener une activité quelque part. Et c'est comme ça que nous nous sommes débrouillés en 2011, 2012 jusqu'en 2013 quand on a notre premier financement. Et donc, les partenaires ont commencé à voir nos efforts. Et quand nous avons géré le premier financement de l'ambassade de France et que nous l'avons bien géré, et les autres partenaires ont commencé à avoir confiance. Nous avons commencé à être crédibles aux yeux des autres partenaires. Et quand un partenaire vous finance, il faut veiller à atteindre les objectifs parce que vous signez un accord au préalable. Voilà ce que nous voulons atteindre comme résultat. Et si vous avez ces résultats quantifiables, que vous présentez un rapport d'activité convenable à un partenaire, il n'y a pas de raison pour que l'autre partenaire ne s'intéresse à vous. Mais si un partenaire vous donne un financement et que vous ne menez pas les activités pour lesquelles vous avez reçu le financement, vous êtes sûr qu'aucun autre partenaire ne vous fera confiance. Alors, où est-ce que le bas blesse? Parce qu'il y a forcément, j'imagine qu'il y a plus ou moins des difficultés que vous rencontrez au quotidien. Oui, par rapport au combat que nous menons sur le terrain, le goulot d'étranglement, c'est d'abord déjà par rapport aux enfants, aux procédures judiciaires. Donc, il y a peu de procédures qui aboutissent. Donc, je ne sais pas ce qui se passe au tribunal. Il peut arriver que un agresseur soit condamné pour 2 ans, par exemple, et qu'on le voit dehors au bout de 6 mois. On ne nous prévient pas, on ne prévient pas le plaignant et nous sommes surpris de le voir dehors et il ne repart jamais. Nous n'avons pas assez de moyens pour faire appel. Si nous avons accompagné notre patient jusqu'en justice et que la justice remette cette personne dehors, c'est déjà une faiblesse. La deuxième faiblesse, c'est le manque de personnel salarié. Vous en avez besoin? Nous en avons besoin parce que nous sommes sollicités tous les jours et toutes les personnes qui travaillent dans l'ONG sont des bénévoles. Et ces bénévoles-là ont un travail quelque part. Ils vont d'abord assurer leurs tâches et après, ils reviennent à l'ONG. S'ils sont sollicités à 8 heures et qu'à 8 heures, il doit être dans son poste de travail, vous voyez bien qu'il y a une insuffisance quelque part. Alors que si nous avions des personnels salariés, je pense que ça serait une force pour nous. La force que nous avons, c'est la coalition que nous avons mise en place. Donc, je suis également coordinatrice générale du réseau national pour la promotion et la protection des droits de l'enfant. Et donc, nous avons mis une coalition pour la protection des droits de l'enfant au Gabon. Et donc, on essaye de s'entraider. Si j'ai un enfant qui est victime de maltraitance domestique et que cet enfant est en danger dans sa propre famille, il faut le retirer de cette famille. Et qu'est-ce que je fais? Je vais le confier à une autre association ou un centre d'accueil qui peut assurer la protection de cet enfant-là. Et le ministère des Affaires sociales va aussi appuyer, si je dois placer l'enfant à Ngondje, au centre d'accueil d'Ngondje ou dans un autre centre d'accueil privé comme Arc-en-Ciel. Donc, cette collaboration-là fait pour nous une force. Et c'est pour cela que nous sommes aussi en train de mettre en place une coalition sous-régionale. On peut dire que l'année 2014-2015 a été très forte pour vous. Votre combat a fait forte impression dans les médias notamment. Et 2016, vous êtes fait plus ou moins rare. On peut dire que vous êtes en plein dans les chantiers de la construction de cette coalition. Oui, je ne me fais pas rare. J'ai plusieurs missions en ce moment. Et c'est pour ça qu'on ne me voit plus beaucoup à l'échelle nationale parce que j'ai des obligations auprès de l'Union africaine.
Donc, comme je représente la sous-région, et j'ai plusieurs réunions, soit à Addis Abeba, soit à Banjul, justement pour préparer ce forum des ONG qui va se tenir à Banjul au mois d'octobre. Donc, c'est pour cela que vous me voyez rarement, mais vraiment, c'est un grand combat et c'est vraiment beaucoup de travail. Alors, qu'en est-il de vos actions au niveau national, mais pas à Libreville, mais notamment à l'intérieur du pays? Oui, à l'intérieur du pays, nous avons mis en place une cellule d'écoute à OIM qui s'appelle CASCOM. Et dans cette CASCOM, il y a 11 personnes qui assurent le fonctionnement. Donc, nous avons les travailleurs sociaux, nous avons les psychologues, nous avons les enseignants et bientôt les coopératives scolaires sont en train de former une coalition dans le Wellington pour justement prendre en charge les enfants victimes de violences et des abus sexuels. Et ils animent aussi d'autres activités parce qu'à OIM, sur place, les enfants étaient complètement oisifs, ils n'avaient pas d'activité éducative. Donc, ils vont animer des séminaires, des formations en dehors de la prise en charge psychosociale des enfants. D'accord. Samba Moana a aujourd'hui une branche junior. Vous pouvez nous en parler. Quel rôle joue exactement cette branche-là au sein de l'association Samba Moana Junior? Vraiment, c'est quelque chose qui est venu encore nous donner du punch. C'est-à-dire qu'un groupe de jeunes s'est engagé pour défendre leur cause. Et donc, leur mission est d'informer leurs camarades, leurs parents, leurs voisins au quartier. En fait, ils sont en train de jouer le rôle de parajuriste. À chaque fois qu'il y a un cas de maltraitance, quel que soit le quartier de Libreville, à la minute même, nous sommes informés et on intervient. Et ces enfants-là ont contribué à l'élaboration du rapport alternatif sur la Convention relative aux droits de l'enfant que nous avons soutenue à Genève au mois de juin 2015 et au rapport alternatif également de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant que nous avons soutenu à Addis Abeba, à l'Union africaine. Donc, vraiment, ce sont des jeunes très actifs qui promettent vraiment un avenir meilleur pour leurs camarades. Alors, nous sommes arrivés, plus ou moins, nous arrivons au terme de notre émission. Un dernier message peut-être à l'endroit de ceux qui regardent pour finir cet entretien. Je lance un appel, vraiment un appel. C'est un cri de cœur. L'enfant est l'avenir. Vraiment, nous devons revoir nos priorités dans ce pays. Parce que l'enfant doit être au cœur de la priorité, vraiment, dans ce pays. Si on néglige la protection des droits de l'enfant, c'est que nous ne voulons pas préparer notre succession. Demain, ce sont ces enfants qui seront leaders dans notre pays. Ce sont ces enfants qui vont s'occuper de nous. Ce sont ces enfants-là qui vont diriger ce pays. Si aujourd'hui, ces enfants sont maltraités, ils sont violés, on leur transmet des maladies, ils sont humiliés, je ne vois pas comment on va préparer un avenir meilleur pour ce pays. C'est pourquoi je lance un appel encore une fois au pouvoir public, pour qu'ils prennent vraiment à cœur ce problème d'enfants dans ce pays, parce que l'enfant au Gabon subit trop de maltraitance et vraiment il est temps que les pouvoirs publics se réveillent. Il est temps que la famille se réveille. Il est temps que les défenseurs des droits de l'enfant se réveillent et que tous ensemble, toutes les parties prenantes, nous prenions à cœur les droits de l'enfant dans ce pays. Merci Madame Nam. Et merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cette émission. Cette action, c'est également la vôtre. Donc, vous avez la possibilité de nous contacter via notre page Facebook et notre numéro de téléphone. Contact qui s'affiche en bas de votre écran. Merci encore et à très bientôt.